3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Sophie Chevelier nous accompagne également, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Léa Dauphas de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. On avait le sentiment qu'on avait gagné un tout petit peu de visibilité peut-être sur les politique monétaire, le resserrement des politiques monétaires. On se disait que ce meeting et le meeting de juillet pour la Fed, par exemple, étaient relativement bien balisés. On est à deux jours maintenant de la prochaine décision de la Fed. Personne ne sait de combien sera la hausse de taux qui sera décidée mercredi soir par Jérôme Powell et les banquiers centraux américains. Oui, là, Non, mais... on n'a plus aucune visibilité de ce point de vue-là. On n'a plus de visibilité. Sur la Fed, on a quand même une certitude, c'est qu'elle prépare le marché. C'est-à-dire que, normalement, ce qu'elle nous a habitués depuis la sortie de la crise Covid, c'est qu'elle ne va pas faire dérailler les choses, elle va rester graduelle. On sait qu'elle a un problème avec le risque d'inflation, ce qui veut dire qu'elle continuera d'augmenter. Et si ça doit créer une récession, peu importe, elle mettra en récession parce que l'inflation est un problème aux États-Unis. Ça, c'est la première certitude qu'on peut avoir. Après, ça ouvre la voie. Est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est 75, suivant le chiffrage qu'on a eu vendredi dernier? Là, ça prête à discussion. L'avantage du 75, ça prouverait qu'elle serait prête à agir, quel que soit le risque d'inflation. Ça peut aussi faire peur. Elle a très bien balisé, elle a très bien prévenu. On s'attend, en fait. Normalement, ça devait être un non-event, ce meeting de la Fed. Elle pourrait soit augmenter de 75, mais créer peut-être une panique, faire basculer les anticipations, la crédibilité. La logique de prudence, en tout cas ce qu'elle a appliqué depuis le début de son resserrement, voudrait qu'elle fasse un resserrement à 50 comme elle l'avait annoncé et qu'elle ouvre la voie pour un resserrement peut-être plus élevé sur les prochains meetings. Alors peut-être 75, mais peut-être aussi 50 à chaque meeting. Je pense que la Fed, il y a vraiment cette crédibilité qu'elle a eue depuis la sortie du Covid, qu'elle va maintenir. En fait, il faut un peu de communication et c'est ce qu'on va attendre du meeting. Quand on regarde justement les anticipations de marché, alors attention, elles sont valables à un instant T, ça évolue très fortement, c'est très volatile, mais une banque centrale comme la Fed, elle reste crédible aujourd'hui, après avoir laborieusement lutté pendant 10 ans et plus contre les forces déflationnistes, avec un semi-succès ou semi-échec, ça dépend comment on regarde les choses. Est-ce qu'elle reste crédible dans sa capacité à lutter contre l'inflation, ce qui reste quand même un mandat historique pour une banque centrale? Alors, moi je pense que oui. Premièrement, les anticipations d'inflation aux États-Unis sont beaucoup plus ancrées que ce qu'on peut voir en zone euro. Deuxièmement, on a quand même une Fed qui ajuste. Et on n'a pas de décalage énorme, hormis ce qu'on a pu connaître post-crise ukrainienne ou post-choc exogène, mais on n'a pas non plus de décalage énorme sur les taux. D'ailleurs, on se posait la question de dire est-ce qu'on avait atteint ce point haut sur les marchés obligataires? Et au final, on a vu un pricing un peu trop élevé, on attend. Et puis, il y a aussi le fait que il y a une histoire d'oraison, en fait. Dans toutes nos questions, inflation, croissance, resserrement monétaire, l'économie américaine tient encore aujourd'hui. Alors, elle va arriver en récession. Alors, est-ce que c'est fin d'année, début d'année prochaine ou autre? Mais on a une économie américaine qui est robuste. Ouais. On a un niveau de marché du travail qui est au plus bas historique. On avait une inflation qui était contenue. Alors maintenant, on se prend effectivement des effets de second tour. On a des effets énergie. Ce qui a été surprenant, c'est que le chiffrage de vendredi, la grosse part du chiffrage, c'était quand même de l'énergie, de l'alimentaire, une bascule prix-service et du bien loyer. Service, oui, c'est ça. Ouais. Des loyers. Ouais, pardon. Ouais, les loyers. Bascule bien service et les loyers. Donc, ça a surpris. Mais globalement, c'était plus ou moins ce qu'on attendait sur la régulation de l'inflation. L'énergie, l'alimentaire, guerre en Ukraine, problématique sur les prix, les biens et les services qui basculent au rebond post-Covid, et les prix des loyers. On sait depuis 1 an qu'on va avoir une hausse forte sur le prix des loyers, sur l'inflation. Donc maintenant, il y a toute la question, essayer de timer à la fois la récession, son ampleur, le profil d'inflation, comment les banques centrales réagissent. Il y a une histoire de clarté, en fait, qu'il faut mettre en place là sur les prochains mois. Par contre, entre les banques centrales, je pense que oui, la Fed est consciente du problème et dans sa logique, dans sa doctrine, on sait qu'elle luttera contre ce risque inflationniste et donc le biais sera plutôt à monter les taux pour faire céder l'activité que le reste. Bon, oui, est-ce que les banques centrales restent crédibles à ce stade-là dans la lutte qu'on mène contre l'inflation Sophie, c'est vrai que les mouvements de marché, notamment sur le marché obligataire, et puis on peut basculer aussi sur les enjeux pour la BCE,
laisse entendre qu'il y a quand même du stress. On n'est pas convaincu totalement que ça va bien se passer et que l'inflation va rentrer dans sa boîte si facilement. On a un risque effectivement de perception de complaisance des banques centrales. Effectivement, quand on a un régime d'inflation à 0,6 en glissement mensuel, donc 7,4 en annuel, et des taux anticipés aujourd'hui à 3,50, donc 7 fois 50 points de base, bon, ça ne matche pas. En fait, on n'est pas en phase. Donc, effectivement, il y a un risque de ce côté-là. Mais moi, je pense que ça traduit toujours, et enfin, c'est une question de fond dont on a eu l'occasion de parler entre nous. C'est vraiment, est-ce qu'on peut ou pas aujourd'hui se positionner sereinement sur les obligations en se disant qu'on sera protégé à nouveau, ou du moins est-ce que le portage est suffisant, les obligue, ou elles vont nous protéger. Et ça, de ce fait, du fait de l'écart et finalement entre le niveau encore qu'on a aujourd'hui et l'inflation, les hausses de taux anticipées, ça paraît encore délicat. On a des taux réels qui sont encore bien trop négatifs. Et c'est vrai que c'est un problème du point de vue de l'investissement. Ouais. On avait vu le 10 ans américain passer de 3% à 2,75. Là, c'était justement au cours de cette accalmie du mois de mai. On s'était dit, tiens, c'est peut-être l'idée effectivement d'un pic à confirmer, bien sûr, mais c'est peut-être déjà des points d'entrée pour revenir sur l'obligataire américain. De toute façon, le pic, alors c'est la grande difficulté de l'exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios qui se mettent en place dans le marché. La modération, qui au jour d'aujourd'hui paraît pas le plus probable, mais reste possible. Le scénario de surchauffe puis récession, donc en gros le scénario que vous décrivez, Léa, donc on a une résilience de l'activité américaine, puis après, effectivement, du fait du resserrement des conditions, on va attendre en 23 ou début 24 vers une récession. Et puis un scénario qui pourrait même être plus dur, celui d'un choc énergétique ou autre, qu'on ne peut pas aujourd'hui exclure, et qui nous emmènerait peut-être même dès cette année en scénario. Avec des prix du pétrole, 150, etc. Tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui, le bras de fer n'est pas du tout terminé avec Vladimir Poutine. Donc ça reste encore une des possibilités. Et donc on est dans un flou extrêmement fort sur les marchés, qui est une phase de consolidation, d'assainissement, de tout ce qu'on peut imaginer, mais qui rend le positionnement extrêmement difficile. Bon, vos commentaires, Gilles, le scénario d'une modération naturelle, enfin ce qu'on a appelé le soft landing, c'est ça ? C'est encore un chemin crédible, possible ? Encore une fois, il y a quelques semaines, on parlait d'une pause de la Fed en septembre. C'était l'espoir assez consensuel qui semblait se dessiner pour cet été. Oui, en effet. Je pense qu'on est tributaire des données et des informations qui adviennent et qui arrivent. Donc là, la dernière information supposée, la plus importante, c'était l'inflation aux États-Unis qui montrait une poursuite en fait des tensions inflationnistes. Ce chiffre aurait été différent. Il est possible que le bear market rally se soit poursuivi un petit peu. Reste que au global, les phases de correction ou de bear market sont toutes accompagnées de rallyes très importants. Et un rallye qui ensuite crée un discours un peu optimiste qui dit c'est peut-être fini et on a peut-être trouvé les plus bas. Et donc c'est vrai parfois. Ça, c'était le discours fin mai, voilà, après 10% de rebond, quoi. Voilà, absolument. Mais bon, donc on sait que les bear market rallies sont quand même sont comme ça, c'est pas des lignes droites par définition. Nous, avec nos signaux, on continue d'avoir un rating sur le marché mondial des actions et encore plus sur les pays développés, médiocres. Donc ça fait 3 ou 4 trimestres qu'on avait un mauvais rating sur le marché mondial des actions au global, avec bien sûr des différences très importantes selon certains secteurs et certaines valeurs, et donc toujours des idées d'achat fortes, mais au sein avec des signaux de prudence globaux très, très importants. Les marchés se sont retournés, le sentiment de marché est maintenant devenu clairement négatif, et pour autant, et le marché baisse, et pour autant nos ratings ne s'améliorent pas. D'accord. La raison pour laquelle ils ne s'améliorent pas, c'est principalement les taux. Quand on regarde une valorisation des marchés relatifs aux taux d'intérêt, c'est pas la même chose quand on a des taux d'intérêt long terme aux États-Unis à 0,5 ou quand on les a à 3,5. C'est pas la même chose en termes d'appréciation de la valo.
mais également en termes de flux et de tendanciel. Donc les deux jouent bien sûr. Donc aujourd'hui, à 3 et quelques sur le marché mondial des actions, en termes d'allocation, ça nous paraît toujours pas très favorable au global. Qu'est-ce que ça implique, ce rating de 3 sur 10 là, pour les actions mondiales Alors, ça implique en termes de performance ultérieure. Oui, c'est ça, hein, dans oui. les corrélations que vous pouvez avoir historiques. Oui, alors là, on a tendance à considérer... Alors, c'est des performances ultérieures en moyenne de 0. Donc, ça, compte tenu du risque action, c'est pas bon. Ouais. Hein, parce que pour rémunérer le risque action, il faut des espoirs de gains très favorables. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut également pondérer cela de la tendance actuelle de sentiment de marché qui est négative. Et là, qu'on peut relier à plein de choses, c'est-à-dire au début de la baisse, à des situations parfois très difficiles sur des entreprises qui ont été créées sur la base de business models qui fonctionnaient quand l'argent était facile à zéro et qui ne fonctionnent plus du tout quand l'argent coûte quelque chose, et encore peut-être moins quand les anticipations de croissance économique sont moins bonnes. Car dans notre analyse, on n'est pas binaire, est-ce qu'il y aura une récession ou pas une récession. Quelque part, notre analyse fonctionne avec des niveaux. Si on regarde les marges des entreprises, par exemple, qui est le troisième gros élément très important pour essayer d'anticiper l'évolution des marchés, c'est les taux. C'est les profits, les marges des entreprises et le reste, bien sûr, pas seulement le résultat net extériorisé. Et le troisième, c'est bien évidemment l'anticipation de tout ça, la déformation de cela, sachant qu'à la fin, la valorisation dépend aussi des prix, bien sûr. Et bien donc cet élément important qui est les marges des entreprises, force est de constater qu'on est à des plus hauts historiques. Oui. Très, très, très élevé. Et si on regarde le SP500, on est encore à des niveaux au-dessus du plus haut qui a prévalu avant la crise du Covid, qui a généré cette intervention ultra massive de tous les policymakers dans le monde, pas seulement politique monétaire, mais politique. Et ça veut dire quoi, Gilles ? Ça veut dire que dans l'environnement actuel, on ne peut pas anticiper une poursuite de la hausse des marges des entreprises. En règle générale, et ça en particulier si on intègre le prix de l'énergie qui agit comme une taxe sur la plupart des agents économiques dans le monde. Est-ce que les marchés continuent d'anticiper une progression des marges des entreprises ? Non, c'est vrai, ça devient extrêmement compliqué. On intègre aujourd'hui assez bien que, le coût de l'énergie a énormément monté, que le coût du travail augmente, que le coût de pratiquement l'intégralité des intrants augmente. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fausse encore la lecture du consensus, puisqu'on a des anticipations de résultats qui sont encore ou bien étales ou bien en légère hausse, c'est un effet mix, puisque effectivement, quand on regarde la progression dans les indices de l'énergie des matériaux, c'est ce qui fait effectivement le gros de la hausse. Et deux, c'est des effets qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui vont se faire jour au fur et à mesure, notamment dans l'industrie de double commande. C'est-à-dire que comme on a traversé un choc extrêmement spécifique avec des problèmes d'approvisionnement très très forts, il y a quand même pas mal d'entreprises qui, pour faire face à ça, ont doublé les commandes. Et bien, au fur et à mesure qu'elles vont être livrées, elles vont annuler ce qui n'a pas encore été livré. Et donc, on peut avoir une fragilisation après qui devient assez rapide si la demande baisse. Donc, on ne voit pas encore aujourd'hui l'effet du ralentissement, mais en fait, on va le voir a posteriori. Et je dirais que c'est pour ça, entre guillemets, que ni les publications, ni les communications des entreprises aujourd'hui sont vraiment très pertinentes sur cet effet retournement, ralentissement de l'activité. Et donc, ça veut dire que le marché est peut-être encore un peu trop cher s'il faut ajuster les perspectives bénéficiaires, peut-être à l'occasion des résultats du deuxième trimestre. On aura peut-être plus d'éléments de la part des entreprises. Effectivement, on a eu une consolidation Alors, on est vraiment dans un assainissement de marché. On a eu une consolidation des valorisations qui est déjà extrêmement forte. Ça, c'est le point positif, j'aurais tendance à dire. Mais... Donc, je vous vois. Mais donc, on est passé de 22 quelque chose aux US à 16. Et là, on peut se dire de façon certaine qu'on n'est pas encore... Ben non, c'est cher. On n'est simplement pas encore sur un niveau de confort, sachant qu'on n'a pas encore révisé en baisse les résultats.
Donc là, effectivement, on peut vraiment se poser la question de l'attractivité du marché américain. En revanche, l'Europe et le Japon ont eu des assainissements beaucoup plus forts. Et c'est vrai que la situation est moins difficile. Maintenant, on imagine difficilement, du point de vue de la corrélation sur les marchés globaux, un marché américain qui continuerait à consolider et un marché européen et japonais qui monte. Et donc, on est effectivement encore dans cette phase d'ajustement, de digestion des anticipations, et effectivement qui rend le contexte un petit peu délicat. Gilles, non, sur les anticipations d'inflation, pas d'inflation, de bénéfices. Tout à Dites fait. oui. Oh non, Il y a un risque que le marché soit encore trop cher là. Oui, parce que 16 fois les résultats, si les marges bénéficiaires redescendent un tout petit peu seulement, à cours égal, on peut revenir à 20 fois. Donc c'est quelque chose qui est à manier avec précaution. Sachant que là encore, on parle d'un agrégat global. Et qui cache, comme Madame vient de le dire, des grandes disparités. Des extrêmement différentes quand on regarde un tout petit peu sous le capot, ne serait-ce qu'à l'échelon sectoriel mondial, on voit apparaître des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui sont beaucoup moins floues que la vision globale, qui est une synthèse de situations très opposées. Et où est-ce que vous voyez des évidences limpides là aujourd'hui, Gilles ? Alors, Parce que c'est le sujet. Oui, bien sûr. Alors, les évidences limpides, c'est que les sociétés de croissance, dites de croissance, caractérisées comme étant des sociétés de croissance, soit de duration très longue, c'est-à-dire de croissance aventureuse, ou non certaine, ou peu visible, mais avec des potentiels de reward très élevés. Ça, c'est ces entreprises-là, quand les taux passent de 0,5 à 3,5, et quand les private equity financent tout ou plus rien, il y a beaucoup d'entreprises qui vont plier bagage. Ce ne sont pas des entreprises, c'est des projets, en fait. Et certains de ces projets avaient été cotés en bourse, ou devaient être cotés en bourse ensuite. Ensuite, pour les entreprises de croissance visible, mais dont la valorisation était de 50 fois les résultats, sous prétexte qu'elles pouvaient racheter leurs actions et faire de l'ingénierie financière, elles pouvaient racheter leurs actions quasiment jusqu'à un P1 infini parce que les taux étaient faibles. Là également, c'est quelque chose qui disparaît. Donc, toutes ces valeurs-là, on peut dire, on peut faire des caractérisations sectorielles, mais nous, on les regarde en unitaire. Ah oui, j'entends. Et ensuite, au niveau granulaire le plus fin, chacune des valeurs. Et donc, pour simplifier, la tech la plus aventureuse peut continuer de baisser. C'est ce qu'on voit. Et pour simplifier également, les valeurs à duration très faible. Aujourd'hui, on a des valeurs dont la dynamique des perspectives sont très bonnes, qui se payent à des niveaux de PE, pour simplifier. On ne regarde pas que ça, on regarde 15 critères très différents, entreprise par entreprise, mais qui peuvent avoir des PE, par exemple, à 5 fois, avec des dividendes assurés à 5%, très bien financés, et des perspectives très bonnes. Il y a encore ce type d'anomalie. Je comprends. Et ces valeurs-là qui ont déjà pris, dans certains cas, plusieurs dizaines de pourcents, voire qui ont doublé. Et donc, c'est en ça, alors ça, certes, dans le secteur des matières premières notamment, des mini-matériaux, et c'est un secteur, mais il y en a d'autres, et quand on les regarde individuellement, il y a de quoi se faire des portefeuilles, continuer d'avoir des portefeuilles très robustes et très diversifiés pour surfer dans cet environnement incertain. À propos de robustesse, là, si je reviens aux enjeux de la zone euro, peut-être, Léa, quel est le plus gros risque ? Est-ce que c'est celui de la normalisation ou de la fragmentation ? Enfin, c'est le revers de la normalisation en zone euro, c'est le risque de fragmentation. On en parle déjà tous les jours maintenant. Oui, on peut aussi rajouter... Alors, il y a une vraie problématique sur la question zone euro qu'on n'a pas aux États-Unis. On a un problème de croissance en zone euro. C'est-à-dire qu'on a une économie qui est très robuste aux États-Unis, qui a été aidée par toutes les mesures de relance et qui, au final, bon an, mal an, à peu près normalisé. La politique monétaire a normalisé, l'économie est robuste, ça va s'ajuster. On a une problématique d'inflation. En zone euro, on est sur quelque chose d'assez différent. On a une problématique d'inflation qui, jusqu'ici, était reliée à des critères
de nature énergétique ou alimentaire, on commence à avoir des effets de diffusion des autres produits. On a des questionnements sur la question prix-salaire, la boucle prix-salaire, mais on n'est pas du tout sur cette même logique d'inflation. Pour autant, ça décroche. Les anticipations d'inflation décrochent et c'est en partie ce qui a amené la BCE à durcir son discours. Aujourd'hui, la BCE, face à ce risque-là et face aux pressions qu'on a dans nos sociétés actuelles et à la pression politique, va normaliser sa politique monétaire à un moment où l'activité en zone euro n'est pas robuste. On a été assez surpris par le premier trimestre. On a l'effet post-Covid. On va probablement avoir un effet consommation cet été. Mais on a une économie qui n'est pas aussi robuste et qui, en plus, va suivre l'économie US au moment où l'économie US ralentit. J'ajoute aussi ce que disait Sophie, c'est qu'on a totalement mis de côté un scénario d'embargo. C'est pas du tout dans les prix aujourd'hui. Je pense qu'il faut l'anticiper et qu'il faut avoir en tête qu'il est possible qu'on ait un embargo gaz posé par la Russie ou l'Europe en fin d'année. Ça aussi, c'est pas dans les prix. Donc face à ça, on a une zone euro aujourd'hui qui a un ralentissement de croissance, une problématique d'inflation, une banque centrale qui va petit à petit monter les taux. Et ce qui a encore été, on va dire, fait de manière plutôt normalisée sur les marchés obligataires, c'est-à-dire que la Banque centrale normalisait, les taux augmentaient sur l'ensemble des périphériques. Aujourd'hui, on voit une fragmentation. Et toutes ces problématiques de dette qu'on a connues pendant la crise des dettes souveraines sont là, sont amplifiées par la crise Covid, et vont ressurgir si la BCE n'est pas capable d'avoir une communication claire sur les outils qu'elle peut mettre en place. Je rajouterais même non seulement une communication claire, mais en plus, elle va devoir résoudre son problème qu'elle n'a pas assez d'outils pour faire face à ces problèmes. Elle doit avoir un outil de taux pour combattre l'inflation. Elle doit avoir un outil, un objectif. Généralement, quand on fait de la politique monétaire, c'est comme ça que ça marche. Voilà, sauf que là, en fait, la BCE était dans cette problématique. On maintient les taux bas, on a notre programme pour gérer les spreads périphériques. Là, on doit à la fois combattre le risque d'inflation et donc on doit faire baisser les anticipations. Elle ne peut pas se permettre de ne pas monter les taux. En montant les taux, elle va créer les problèmes de fragmentation, les problèmes d'endettement. Tout le nexus bancaire, corporate, public, zone euro, il est là, il a juste été annihilé par les programmes qu'on se réveille aujourd'hui depuis Draghi, mais il est là. Donc maintenant, la BCE a un gros problème, d'autant plus que, je pense que ça, c'est pas dans le marché, on a un problème sur l'activité en zone euro. Quand on a une BCE qui met des prévisions de croissance à 2,1 cette année, 2,1 l'année prochaine, où on sait que l'inflation va continuer d'augmenter, et qu'à un moment ou à un autre, l'activité américaine va décélérer, et donc l'activité européenne, c'est inéluctable, va décélérer aussi, on a un gros problème aujourd'hui sur la zone euro. Bon. Non, mais... mais... Il faut de la... En fait, aujourd'hui... Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre ou qu'est-ce que la BCE peut dire de plus? Parce que visiblement, cette question, elle est compliquée. Elle est posée régulièrement, évidemment, aux banquiers centraux en Europe. Pour l'instant, ils se contentent tous de botter en touche. Il y a eu... Alors quand même, un aspect positif au discours, c'est que jusqu'à la semaine dernière, quand on attendait le discours de la BCE, on avait des questionnements sur le très court terme. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quel niveau c'était en juillet, comment elle enclencherait ou autre. Au moins, on est assez clair sur les 25 et les 50 points de base des prochains meetings. Cette phase-là, elle est faite. Maintenant, on a besoin à la fois d'avoir un chemin un peu plus long. On a besoin d'avoir un outil, ou en tout cas... faire comprendre qu'il y a la possibilité de créer un outil, et ce, avant que les spreads décollent. La question, c'est ce qu'on a... Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits quand on a essayé de faire la revue stratégique de la BCE. Ce qui montrait, c'est que si les outils qu'avait mis en place Draghi, donc l'OMT, le SMB, tous les outils d'aide à la fragmentation, si eux avaient été mis en place beaucoup plus tôt, on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Donc plus on va attendre, plus ça va être testé, plus il va y avoir une problématique et des choses à créer rapidement, et c'est ça le vrai problème. On a besoin de clarté aujourd'hui sur ce que peut faire la BCE. Elle a les outils en plus. C'est même pas une question de... Non, c'est une question de volonté politique. En tout cas, une question ça se résume à ça quand même à la fin de la journée. Oui. Il y a un vrai risque de spirale là du point de vue des marchés. Le 10 ans italien est déjà à 4%, plus de 230 points de base d'écart avec l'Allemagne. J'espère qu'on aura quand même tiré un enseignement de la crise européenne. Je pense que la difficulté qu'on a eu à adresser la première crise fait que, effectivement, Léa le disait, les outils existent. Il faut que la communication soit claire et le recours à ces outils soit clair. Soit arrêté, c'est pas une question d'outils, c'est une question de consensus. Absolument. Il faut que le consensus soit fait autour de quel type d'action on peut mettre en œuvre. Et
Donc on peut espérer effectivement que la précédente crise européenne, qui maintenant a 10 ans, on a presque oublié, mais aura quand même été un certain enseignement pour la Banque Centrale Européenne. Non, pour moi, enfin, une des questions claires, c'est effectivement comment... donc on a ce problème fragmentation en Europe, mais on va aussi avoir ce problème de bras de fer énergétique potentiellement. Est-ce que c'est une réalité qui va venir s'ajouter à des réalités déjà complexes de cette année ou pas, et ça renforce encore les incertitudes auxquelles on doit faire face. Et par exemple, si je reprends la traduction, le questionnement en termes de marché, vous posiez la question de savoir à partir de quel moment vous auriez envie de revenir sur de l'obligataire. On parlait des États-Unis tout à l'heure. Sur l'obligataire européen, il n'y a pas d'urgence. Alors, voilà. Quand vous voyez ce qui se passe sur 2-3 séances. Voilà, alors la question c'est quel obligataire, je suis bien d'accord. Donc c'est vrai que donc aujourd'hui, on commence, entre guillemets, si on se dit que la croissance potentielle en Europe, c'est 2, en réalité c'est plutôt 1,5 ou 1, et qu'on est maintenant payé à hauteur de 2%, on converge vers le niveau américain. Va se poser à un moment la question de l'arbitrage relatif, effectivement. Est-ce qu'on rachète des obligations ? Est-ce que les obligations sont à nouveau diversifiantes dans une allocation d'actifs ? On voit qu'avec les tensions inflationnistes aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais à un moment, ça va effectivement... Quand on verra l'inflation commencer à refluer, ça redeviendra le cas. Je pense que du point de vue du directionnel pur, c'est-à-dire vraiment de l'attractivité des obligations, malheureusement, on va devoir passer par une phase probablement où ça ira moins bien et on va acheter des obligations parce que ça ira moins bien. D'accord. Il faut que les données macro se détériorent. C'est-à-dire qu'on va probablement, quand l'inflation va commencer à refluer, c'est que l'activité aura pas mal ralenti. Ouais. La probabilité du succès de la modération, et notamment en Europe, est pas si forte que ça. Et donc, on risque d'acheter des obligations dans un seul scénario, finalement, sur les 3 dont on parlait, ça sera celui de la récession. Et la macro en Europe est encore trop bonne, d'une certaine manière. Et oui, puisqu'on a eu la trop résilience. Voilà, on a la résilience qui est liée à ces différents phénomènes, la réouverture post-Covid, etc. Donc, bon. Mais on voit effectivement se dessiner certaines fragilités. Et donc, on risque d'acheter les obligations parce qu'on est dans le scénario le plus adverse, finalement. Ouais. Et après, sur la question du crédit, je trouve que c'est une question qu'on commence à se poser sur le crédit parce qu'il y a eu un écartement très fort des spreads de crédit. Donc, en nominal, aujourd'hui, si on achète du high yield, donc des obligations au rendement, on peut être payé entre, selon la qualité des souches, mais on peut être payé entre 6 et 8%. Ouais. Quand même, on peut se dire en nominal, finalement, ça se regarde. Quand on est, en tout cas, quand on fait de la gestion patrimoniale ou autre, ça se regarde. Mais avec cette configuration très, très particulière d'un environnement de taux de plus élevé, il n'est pas exclu que finalement la classe d'actifs crédit, qui était une classe d'actifs un peu magique dans la décennie précédente, puisque ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, mais donc une performance rapportée à la volatilité extrêmement favorable, ce soit moins le cas dans la séquence à venir. Donc en fait, finalement, il n'y aura pas forcément une grande différence entre avoir des actions et du cash, ou alors avoir un panier d'obligations crédit. À voir, mais c'est aussi... Donc du coup, on est encore dans ces questionnements-là. Parlant des spreads, est-ce qu'il y a un petit sujet politique ? Oui. Oui. Je regardais Alors là, c'était pour parler du spread français. Oui. On était à 40 points de base avant le premier tour de l'élection présidentielle. Oui. On est à plus de 60 points de base au moment où on se parle entre les 2 tours des législatives. Ça se fait tranquillement. Je ne mets pas trop d'emphase là-dessus. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça se fait tranquillement. C'est pas... C'est pas un niveau de stress inhabituel. Enfin, on a connu ces niveaux d'écartement, mais voilà, ça ne fait que progresser. Absolument, et puis on peut aller plus loin selon l'issue et le résultat, et puis de toute façon selon la vie politique après ce résultat. Et vous savez, Grégoire, que nous on a une analyse où on essaye et on a la possibilité de pas d'élargir la focale et pas d'être condamné à une vision euro car pour nous la zone euro concentre beaucoup de faiblesses, que l'Europe est grande en dehors de l'euro. L'Europe non euro représente au moins le même poids que la zone euro et regroupe beaucoup plus de pays que nous appelons AAA+, c'est-à-dire des pays qui sont intrinsèquement de
grande qualité ou de qualité supérieure à beaucoup d'autres pays de la zone euro. La zone euro, c'est une zone extraordinairement hétérogène en termes de qualité intrinsèque, de risque souverain, et donc indirectement d'entreprise et de risque souverain, mais également de niveau d'ESG moyen des entreprises concernées et de tous les acteurs économiques. Et donc, il est normal qu'il y ait des tensions au sein de la zone euro au gré de chaque élection de chaque pays important. Et donc, il y en aura toujours. Sauf à avoir se résorber sur une différentiel de qualité. Et aujourd'hui, nous, on ne le voit pas, mais pas du tout se résorber. Et donc, on n'est pas obligé de rester investi et d'avoir une focale seulement sur la zone euro. Et nous suggérons fortement de poser ces regards sur des pays qui sont proches, mais qui sont de qualité exceptionnellement plus élevée que la moyenne des pays de la zone euro, et dans cette qualité rejaillit, voire même est faite par des entreprises qui sont de qualité dans des secteurs, avec des business models en moyenne plus solides, plus sophistiqués, avec des marchés domestiques plus riches que la moyenne, plus prospères que la moyenne des pays européens, si on regarde tout simplement le PNB par habitant. Et c'est des pays en relatif qui payent là, dans des phases de marché comme celle qu'on connaît depuis 4-5 mois, clair, parce que c'est des pays chers aussi en termes de valorisation pour le coup. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas. Non, c'est vrai. On n'a pas. On a autant de valeurs. On a la même répartition. D'accord. C'est pas plus cher, vous dites. Alors que c'est bien mieux noté pour vous, en tout cas. Il y a autant de valeurs très attractives selon le rating et de valeurs pas attractives dans ces pays-là que dans le reste des pays de la zone euro ou du monde d'ailleurs, parce qu'on a ce concept au niveau mondial également. Mais si on revient sur la zone euro, oui, clairement la Suisse, les pays nordiques. Alors il y a évidemment l'Allemagne et les Pays-Bas qui font partie de la zone euro et qui sont dans cette catégorie-là. Mais là regorge d'entreprises très sophistiquées, très bonnes, et on voit que ces boîtes-là ont rebondi autant, si ce n'est plus, que la moyenne des valeurs des pays euros dans le rebond 2020-2022. D'accord. Et qu'actuellement, les problématiques se concentrent, comme souvent, sur les banques, les problématiques de fragmentation, ce qu'on appelle pudiquement fragmentation au sein de la risque de fragmentation au sein de la zone euro, sur les banques. Et regardez la performance comparée des banques des pays nordiques avec les banques italiennes et espagnoles ou d'autres. Et vous aurez une réponse à votre question. Oui, elle surperforme très fortement en période d'augmentation de la perception de risque. Bon, et oui, effectivement, le secteur bancaire, pour un pays, c'est quand même un très bon proxy de la manière dont le marché, où les investisseurs regardent le risque pays à travers le secteur bancaire en bourse. Et un exemple simple, c'est que Nordea représente aujourd'hui à peu près la moitié de la capitalisation boursière de BNP Paribas. Donc c'est une banque très considérable et avec un profil de rentabilité, de risque, un cost-income inférieur, une volatilité de ses résultats plus basse et une volatilité de son cours de bourse plus bas et des valorisations qui ne sont pas très différentes. Léa, est-ce que le statut semi-corps de la France, j'y reviens, est un peu challengé aujourd'hui ? Alors non, trop tôt déjà pour le dire. Il y a deux prismes. Le premier, c'est attendre les résultats des élections et de voir ce qui se passe ou pas pour atteler la chose. La deuxième, j'aurais plus d'inquiétude sur le décalage des spreads italiens que sur le décalage des spreads français. Oui. Il y a une hiérarchisation à faire. Quand on fait des exercices, on reprend ce qu'on faisait pendant les crises des dettes souveraines, on reprend des exercices un peu long terme. Quels sont les pays vulnérables ? L'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique. Ils le sont, ils l'étaient, rien n'est nouveau. Maintenant, il faut, je pense, prendre un peu de recul sur la situation politique, faire l'assemblage entre le plus ou moins risqué. Et puis, encore une fois, surtout, on ne se poserait pas ces questions-là aujourd'hui si on avait une solution BCE. Beaucoup de choses sont liées, alors, à la fois à l'Europe, à la fois à la zone euro, sur des perspectives moyen terme. Si on a une crédibilité BCE, si on a une banque centrale qui peut faire un peu de répression financière et éviter une hausse des taux, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas une question France, en fait, ça va plutôt être une question, est-ce qu'on a les outils pour pas créer de décrochage au sein de la zone euro ?
Si on dit un mot de la Chine pour finir, c'était là aussi un des espoirs des dernières semaines de voir une Chine qui sortait un peu du problème sanitaire avec une reprise qui allait enfin pouvoir être mise en place jusqu'à l'idée qu'on allait pouvoir effectivement avoir une relance quand même chinoise qui serait une bonne nouvelle. Est-ce que cet espoir est encore là aujourd'hui ? Beaucoup de surprises très négatives sur la Chine, à la fois les temps de confinement, les temps que ça porte sur l'économie. Ce qu'on avait observé jusque-là, c'était en moyenne des confinements de 6 à 8 semaines qui, dès la levée, amenaient à un fort rebond de l'économie chinoise. On voit bien que les confinements sont nettement plus longs, que ça affecte en plus la consommation de manière durable. Sur la capacité de rebond, elle est toujours là. C'est-à-dire que la Chine a les capacités financières de relancer l'économie. Maintenant, la Chine est dans un assainissement de ses secteurs et dans cette problématique zéro Covid. Et donc, nécessairement, le biais sur la croissance, il est beaucoup plus faible sur l'ensemble de l'année. On espère quand même cette logique de rebond parce qu'il y a les moyens, parce qu'on a toujours vu ce rebond en post-confinement. Mais en tout cas, sur la dynamique mondiale, sur le global émergent, on avait plus d'inflation, des fortes montées de tensions sociales, des problématiques matières premières. On ajoute en plus la problématique Chine et donc ajustement des échanges. C'est un environnement de perfect storm sur l'ensemble M sur les prochains trimestres. Bon, qu'est-ce que vous retenez des derniers signaux en provenance de Chine, Sophie ? Moi, je notais quand même sur le front réglementaire. C'est avec vous, je me souviens très bien, novembre 2020, qu'on a commencé. Mais ça a été un moment fondateur avec vous en plateau à cette même place. Alors, on a Est-ce que ça se détend un peu de ce point de vue-là ? On a failli croire. Oui. Il y a 2 jours. Vraiment, on a failli, puisqu'il était question de relancer la cotation d'Ant Financials. Donc, on s'est dit peut-être on est arrivé au bout de ça, mais non. La division financière d'Alibaba. Voilà, la division financière d'Alibaba, dont la cotation avait été annulée il y a 2 ans. Effectivement, on en parlait sur ce plateau. Donc, il y a quelques signaux quand même. C'est à remettre vraiment dans un contexte politique chinois. Il y a une espérance, effectivement, d'un léger assouplissement de la réglementation. C'est vraiment intéressant parce que il y a eu effectivement une reprise, un resserrement du pouvoir autour des grandes entreprises privées chinoises, une remise au pas finalement de toutes ces personnes qui s'étaient extrêmement enrichies grâce à la libéralisation de l'économie chinoise et qui quelque part pouvaient fragiliser le pouvoir du Parti communiste. Bon, ça a l'air de vouloir rentrer dans le rang tranquillement. Et donc, on peut espérer, au regard du besoin de reprise aussi, qui existe aujourd'hui en Chine, que le positionnement, notamment vis-à-vis des plateformes, de cette économie des plateformes, s'assouplisse un petit peu du côté chinois. Mais c'est vrai que, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la Chine de Xi Jinping n'est plus du tout une Chine... disons, comme on a pu l'espérer avant son accession au pouvoir en 2015, et que donc on remet en question l'investibilité même de ce marché. Ce que je retiens de positif quand même, c'est qu'en dépit des confinements répétés, on a eu quand même une meilleure gestion de ces confinements, et qu'au moins du point de vue des chaînes d'approvisionnement, ce qui nous concerne au niveau global, on a la machine à produire a continué de tourner. Donc elle reprend plus rapidement dans les phases de confinement, et donc du point de vue des tensions inflationnistes, ce type de tension inflationniste, donc qui vient des chaînes d'approvisionnement, il y a un léger mieux. J'ai dit un léger mieux. Oui, bien sûr. Mais tout est bon à prendre. On part de loin. Mais tout est bon à prendre. Mais ça fait partie des éléments en fait qui pourraient contribuer à un reflux de l'inflation. Restons et terminons sur cette note positive. Merci beaucoup Sophie. Sophie Chevelier qui était avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Léa Dauphas nous accompagnait également, chef économiste de TAC Economics, et Gilles Bazichère, bien sûr, avec nous en plateau. Ce soir, le président d'Equity GPS.